Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 34e épisode de Green White Shaker, dont on décortique l'actualité des sports mécaniques sur YouTube avec d'un côté Maxime Potard, bonjour, et de l'autre LFB de la chaîne l'Afterlap. Bonjour Laurent Frédéric, comment vas-tu après ce très intense week-end d'une nouvelle fois? Eh ben, je vais bien, j'espère que tu as récupéré un petit peu quelques bonnes formes, parce que je sais que tu as été mobilisé également ce week-end sur la formule électrique, notamment du côté de la Belgique, hein, que tu commentes admirablement, donc tu nous en parleras tout à l'heure. Moi, je te ferai ma petite page Supercars. Le DTM, tiens, qui renaît de, j'allais pas dire de ses cendres, mais presque, tu nous en parleras aussi. Et puis, bah, on a deux grandes belles courses là, qui ont eu lieu ce week-end. La Formule 1, bien évidemment, le Grand Prix de France. L'IndyCar à Road America, moi je te cache pas que j'ai adoré ces deux rendez-vous. Donc là je suis prêt à t'en parler quand tu veux. Il fallait bien régler ces rappels sur le téléphone ce week-end si on ne voulait rien manquer parce qu'il y a eu énormément de choses. On passera brièvement aussi en revue en toute fin d'épisode quelques résultats qui ont eu lieu sur les disciplines que l'on suit l'un et l'autre. Mais c'est vrai que tout d'abord on va attaquer ce bel épisode avec le drapeau vert puisqu'il s'agit de l'actualité de la Formule 1. Vous le savez, trois parties, green, white, checkered. L'actualité de la Formule 1, l'actualité d'une discipline étrangère importante le week-end précédent, l'émission, et ensuite le reste des disciplines que l'on souhaite vous passer au peigne fin. Et notre analyse, elle commence tout de suite. Drapeau vert, c'est parti pour le Grand Prix de France. On l'attaque tout de suite dans le vif du sujet avec ce très beau Grand Prix du Paul Ricard. C'est pas tous les ans qu'on peut se vanter de dire ça. Alors sans aucun anti-chauvinisme, anti-France de base, c'est vrai que les derniers Grands Prix de France n'avaient pas été exceptionnels. Mais cette année, c'est un petit peu l'exception faite. Comme en Espagne, les Grands Prix qui sont dits chiants, si je peux me permettre, sont désormais très intéressants. Avec une lutte dans les 3, 4, 5 derniers tours pour la victoire. Cette fois-ci, eh bien, c'est Red Bull qui a pris les devants et Max Verstappen qui a fait fonctionner parfaitement une stratégie qui leur avait coûté la victoire justement en Espagne face aux Mercedes qui ont été totalement noyés. On complète les bonnes performances en tête par un Sergio Perez qui va chercher Bottas qui désormais est on ne peut plus au fond du trou. George Russell doit se dire mon contrat pour le 15 août il va être signé, je vais pouvoir partir en vacances tranquille. Un Grand Prix de France animé, beaucoup de dépassements qu'on n'a pas forcément vu en direct puisque la réalisation s'est malmenée et a souvent été un peu perdue. J'ai pas été très fan de la réalisation de ce Grand Prix. Mais bon, avec tous les replays mis à jour, on a vu énormément de dépassements et un circuit Paul Ricard plutôt intéressant. LFB, ce Grand Prix, cette victoire, qu'en penses-tu puisque c'est chez toi? Écoute, on l'a suffisamment dit, on va pas se mentir, le Grand Prix de France 2019, le dernier qui s'était donc déroulé sur ce circuit du Ricard, parce que le Grand Prix de France est revenu dans le calendrier en 2018, avait été catastrophe absolue, il nous avait tous traumatisés. Puisque ça avait été effectivement, pour reprendre ton expression, le Grand Prix le plus chiant de l'année et de loin, et effectivement ça nous avait inquiété sur le statut, si j'ose dire, de ce circuit du Paul Ricard. Qu'est-ce qu'on a reconstaté cette année quand même, avec un bonheur non dissimulé, que le cadre est quand même magnifique. Je suis pas toujours fan de la décoration globale, tu vois ce que je veux dire, avec ces grandes lignes bleues, mais au moins c'est original. Et c'est surtout qu'une pole, elle est signée par Verstappen, bravo à lui, à 233 km/h de moyenne, et que le Grand Prix est remporté par le même Verstappen à 212 km/h de moyenne. Donc là, tu es comme moi, tu as eu l'impression d'un Grand Prix intense, haletant, avec effectivement des voitures qui donnaient l'impression d'aller vite. Ben, écoute, ça a l'air de rien, mais c'était déjà énorme et c'était déjà super. Donc ça, au niveau spectacle, tu rajoutes le public dans les tribunes. Ah Donc, oui, ça fait du bien. y avait une bonne ambiance. Bon. À partir de là, tu rajoutes évidemment l'ingrédient principal, Maxime. On va pas se mentir, bah évidemment, c'est une lutte entre deux équipes et c'est une lutte au couteau. Ce qui fait que jusqu'au bout, on ne savait pas comment ça allait se terminer. Surtout que maintenant, on constate bien depuis cette année 2021, en tout cas de manière évidente, c'est qu'il y a un enjeu stratégique à chaque fois qui va opérer et qui va devoir régler la chose, quoi. Donc là, effectivement, on est à la mi-course. On devine que ça pourra pas aller jusqu'au bout, peut-être avec les mêmes pneus après avoir fait le seul arrêt qui était prévu au stand dans la course. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête vraiment? On s'arrête pas? Et puis si on s'arrête, on va réussir à revenir à la fin? On va réussir à tenir jusqu'au bout? On se souvient du coup fumant qu'avaient fait Mercedes et Hamilton en Espagne. Là, effectivement, si on partait du principe que Red Bull ne voudrait pas se faire avoir une deuxième fois, on s'arrête chez Red Bull ou pas? Et si on s'arrête, est-ce qu'on s'arrête pas trop tôt? Hier, tu es comme moi. Est-ce que dans les 5 derniers tours, tu as cru vraiment que Verstappen... Moi, je te dis non. Voilà, tu vois, je te le dis franchement. Je croyais pas qu'il allait pouvoir le faire parce qu'à un moment donné, il y a 5 secondes à aller chercher. Ça stabilise. T'es comme moi, ça se stabilise à 5 secondes, il reste 5 tours. Moi, j'y croyais pas. Et toi alors?
Bah, j'étais dans la même situation, c'est-à-dire que quand on voit Red Bull rentrer, on est là, on se dit bah c'est cool, 35e tour, hop, Verstappen plonge, pas prévu du tout. Et c'est Ouais. vraiment la surprise qui a été créée par Red Bull comme Mercedes à Barcelone. Le parallèle est logique parce que c'est vraiment le scénario inverse. Et surtout, devant, t'as Hamilton qui fait ouais, les pneus c'est galère hein, à partir du 25e tour. Et il voit Verstappen rentrer, il continue et à la radio, on l'entend vraiment dire bon, on va essayer d'aller au bout, mais ça va être chaud, ça va être compliqué. Donc même lui, à ce moment-là, se dit c'est déjà trop tard. Je pense qu'ils l'ont pas dit texto à la radio, mais l'image de chez Mm. Mercedes, c'est vraiment, ils nous l'ont faite à l'envers, littéralement. Et Mm. l'undercut a Mm. tellement bien fonctionné, on savait que le outlap et les 2-3 tours qui suivaient l'arrêt sont exceptionnels. Verstappen ressort devant, alors pas de safety car, pas de neutralisation, un Grand Prix ultra propre pour le coup, ce qui a bien aidé aussi Verstappen dans sa stratégie, parce que pour le même coup, une VSC ou une safety car, Mercedes rentre et au revoir la stratégie pour Max. C'était un risque à prendre, Red Bull doit prendre des risques, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, enfin hier, pardon, ce qui s'est passé au Castellet, au Paul Ricard, c'est une masterclass stratégique de la part de Red Bull qui désormais en plus Mm. peut compter sur une deuxième voiture, c'est-à-dire que Perez maintenant est ce dont Red Bull a besoin, il l'a compris, quand Verstappen a un problème, il est là pour gagner ou au moins ramener les points du podium, mais cette fois-ci, il a privé Bottas d'une troisième place et surtout, il a fait aussi fonctionner une stratégie, il a donné des infos, on a deux voitures chez Red Bull et c'est ce qui manquait pour être certain de ce timing d'usure de pneus, de gestion des pneus, qui a profité à Verstappen, qui a desservi Hamilton. Et il faut être honnête, la stratégie qui a été mise en place par Red Bull, c'est une stratégie de domination. Et Hamilton, eh ben, il devait suivre. Et c'est rare que ce soit à Mm. Hamilton de suivre la cadence de quelqu'un d'autre. C'est désormais le cas avec Verstappen depuis le début de saison à quelques occasions. Mais c'est vrai que là, quand Verstappen rentre, je suis là, je me dis, oula, est-ce que en montant des pneus usés et non neufs en plus, va-t-il pouvoir avec ce Mhm. train-là avoir assez d'énergie, de gomme et de gestion pour aller jusqu'au bout? La réponse est donc oui, mais comme toi, quand ça a commencé à stabiliser 5 secondes, 4 secondes 7, 5 secondes 8, c'est monté entre 5 et 6 secondes avec les retardataires, je me suis dit, oh là, Max, il va plus avoir assez pour aller rechercher Hamilton et dépasser, parce qu'il faut encore doubler Hamilton. Et Oui, voilà. finalement, le moteur Honda ne s'est jamais aussi bien porté en ligne droite. On en a eu la preuve avec la moyenne de Verstappen que tu as annoncé qui était absolument exceptionnelle. Et bien Hamilton, il était spectateur de la course. Et on l'entend à l'arrivée parce que habituellement on dit ouais les gars, il y a eu ça qui a merdé, il y a eu ça qui n'a pas fonctionné. À part l'arrêt qui n'était pas exceptionnel chez Mercedes, mais bon chez Red Bull ce sont les meilleurs à ce niveau-là, donc Mm. difficile de faire concurrence. Hamilton n'était pas le meilleur hier au Grand Prix de Mm. France. Point. C'est Max Voilà. Verstappen et Red Bull qui ont donné la copie parfaite qu'ils auraient peut-être dû rendre déjà en Espagne. Mais bon, on va Oui, refaire oui. le scénario. D'ailleurs, pour tout te dire, tu sais que je mets mes étoiles après chaque Grand Oui. Prix. À une époque, je tweetais ça, j'ai un peu arrêté, mais c'est une bêtise de ma part, je vais essayer de reprendre. Mais c'est sur 5 étoiles. C'est une victoire exceptionnelle, c'est pas Nice à Monaco, c'est Button au Canada, tu vois, des Oui. circonstances incroyables qui font que là, c'est une victoire. Gasly à Monza, voilà, c'est 5 Mhm. étoiles. Mais hier, moi, je mets 4 étoiles à Verstappen. Et c'est pas tout le temps que je mets, parce qu'une victoire normale d'un Hamilton sur Mercedes, c'est 3 étoiles. Voilà, il a la meilleure voiture, il fait le boulot, rien à dire, mais Contrat c'est 3 rempli. étoiles. C'est pas, Voilà. voilà. Là, c'est 4 étoiles pour Verstappen. Se loupe Alors, il fait la pole. Ensuite, il se loupe au départ. C'est On vrai. pourrait croire que c'est une faute de sa part. Et c'en est une, c'est une erreur. On a tous été évidemment déçus de voir qu'il avait un peu cracouillé, on va dire, peut-être, avec la pression du départ, et qu'il offrait la première place à Hamilton. Mais il a jamais lâché. Non. À la force du poignet, il s'est maintenu. L'équipe a réussi à le replacer en tête. Bravo. Mais encore, évidemment, ça marche que si le pilote il est à fond du début à la fin et qu'il va maintenir un rythme minimum. Il Clairement. a réussi à faire. Et après, bah, il y a eu ce pari stratégique. Mais ce qui est génial dans cette situation, et pour compléter sur cet aspect stratégique, c'est que non seulement on a des pilotes qui sont top, qui sont évidemment au sommet quand même de leur art. Évidemment, là, on a un duel Verstappen-Hamilton, c'est génial, c'est fabuleux. Et puis derrière, je te cache pas que là, une bataille Pérez-Bottas, on sait tous que ce sont les deux deuxièmes pilotes. Mais ils nous ont offert une super bataille et ils sont qu'à 10 secondes derrière. Donc je veux dire, là, on a vraiment le tableau idéal dont on rêvait. Mais après, les stratégies, on peut pas reprocher à Red Bull de tenter une audace en faisant arrêter Ça marche. Verstappen. Preuve que ça marche. Oui, Si c'est bien calculé. voilà. On peut pas reprocher, c'est vrai aussi, à Mercedes de continuer jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça a failli marcher. Donc Et ça a déjà sur un marché dans le fil, passé. On a vu Hamilton bien arriver avec des sûr. pneus morts, terminés, complètement cramés, mais qui est quand même devant parce que derrière la Red Bull, avec ses pneus et le temps perdu au stand, ne peut pas rattraper. Maintenant, c'est un circuit aussi très atypique avec cette longue ligne droite. Le Paul Ricard fonctionne aussi avec beaucoup d'aspiration, avec le DRS, et ça a bien aidé aussi. Derrière, par exemple, Perez a remonté, qui s'est plutôt bien débrouillé. La Mercedes s'en est plutôt bien sortie. La McLaren, qui avait le même moteur que la Mercedes, a pu remonter. Très bonne performance, on va y venir des McLaren, mais c'est un circuit qui, malgré tout, même si
on peut ne pas aimer l'aspect, et je fais partie des gens qui n'aiment pas cette esthétique, ou en tout cas ce côté, voilà, Verstappen qui se loupe au départ, il coupe, il revient, bon, même chose pour Norris quand il se bat avec Ricardo, donc voilà, j'ai un peu de mal avec ce côté parking, et s'il y a un problème, on fait le tour et on revient on rentre à la sortie suivante. Donc voilà, ça c'est un peu dérangeant, mais globalement ce circuit est atypique. On peut avoir aujourd'hui des courses au Paul Ricard qui sont un petit peu différentes d'ailleurs, parce que la grande ligne droite, parce que la physionomie du circuit, et aussi les conditions. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus le matin même de la course de Formule 3 a été un carnage au niveau de la météo. Ça s'est un peu amélioré sur la suite de la journée. Et finalement, au moment où Verstappen il attaque le premier S de la Verrie, pour lui c'est normal, c'est sec, alors que peut-être en attaquant à l'intérieur c'est un peu plus gras, un peu plus sale, et il se fait déporter. Les deux bollards qui étaient là, heureusement, bon, ils passent à l'extérieur et Hamilton peut passer tranquillou et prendre la tête du Grand Prix. Mais ça, l'année passée, on pouvait éteindre la télé et se dire c'est bon, Hamilton a gagné. Verstappen n'a pas les capacités techniques de revenir. Cette année, on reste vraiment collé devant notre écran parce qu'on se dit non mais là, Verstappen, il a le moteur Honda qui respire super bien en ligne droite, il y a l'aspiration, il y a le DRS, il va revenir. Et même avec ça, il a fallu une bonne stratégie de Red Bull pour qu'il puisse quand même chercher Hamilton. Donc même si Toto Wolff a encore cassé son bureau parce que Bottas n'est pas capable de gérer derrière, quand même, il s'en sort vachement bien Hamilton avec cette deuxième place parce que pour le même prix, Perez il fait deuxième. Oui, je pense que chez Mercedes, on aurait souhaité que Bottas résiste un petit peu plus ou fasse pas une petite connerie à l'entame face à Russell, de signe. il se laisse totalement. Enfin, il est débordé, Bottas, c'est fini. Il faut qu'il aille balayer l'usine parce que c'est compliqué là, le pauvre. Bah oui, voilà, c'est sûr que là, dans l'équation, on part du principe que Bottas va un peu plus résister à Verstappen. Lequel Verstappen, bah, on sait, est parti, à partir du moment où on l'arrête une deuxième fois, est parti pour une course-poursuite. Et on connaît les données stratégiques. Bah oui, il va fondre sur son adversaire, qui lui va essayer d'économiser jusqu'au bout, mais en même temps, plus ça va, plus ses pneus seront moins neufs, tu vois ce que je veux dire. Déjà qu'en plus ils étaient rodés. Donc évidemment, est-ce que au bout du compte, ça le fera de revenir. Donc c'est vrai que là, les stratégies sont différentes, sont antinomiques et nous ont offert un spectacle fabuleux. Donc Verstappen, 4 étoiles parce que à un moment donné, je peux pas m'empêcher de penser qu'il a dû se dire j'y arriverai pas et que il a fallu vraiment qu'il s'arrache pour y aller. Il y a cru jusqu'au bout. Toi comme moi, on s'est dit 5 secondes, là ça fait quand même un petit peu beaucoup. Soudain, en un tour, on a vu que c'était redescendu à 3. Et là, oui, là j'y ai cru, effectivement. Je me suis dit, attends, ça devrait le faire. C'est suite à la chute de performance des pneus des deux Mercedes, parce que Bottas a eu la même chose, et que Perez est passé, et que Verstappen a pu reprendre l'avantage. Si on écoute la radio et les messages de Verstappen, il gueule à la radio à son ingénieur. Et oh, le gap là, je le veux à chaque secteur, parce qu'il voulait absolument savoir avant chaque ligne droite si oui ou non il y avait DRS de la part d'Hamilton, s'il devait défendre ou non. Et donc il est passé de 1 seconde 2, 5 dixièmes, puis 1 seconde, 2, 3. Et après il s'est un peu relaxé. Mais sur les quelques tours où il était derrière et devant Hamilton, il devait absolument avoir à la radio le gap à chaque réaccélération pour savoir ce qu'il devait faire. Donc c'est vraiment que Verstappen, il ne laisse rien au hasard. Les autres non plus, bien entendu, ça paraît évident de dire ça. Mais là quand même, j'ai l'impression que Verstappen, là, il voulait pas lâcher. Et cette hargne, cette volonté, elle est désormais bien installée et il peut se permettre de se donner corps et âme dans sa voiture, ce qui n'était pas le cas les années précédentes parce que la fiabilité du moteur Honda, la stratégie, etc., etc. Une fois de plus, allié à une équipe qui fait un travail parfait au stand, c'est une victoire d'équipe, clairement. Verstappen a fait un taf exceptionnel en piste, mais derrière, il y a quand même l'équipe qui a géré et la stratégie et les arrêts au stand, il n'y a pas eu de problème. Et de nouveau, Red Bull, on peut dire que Verstappen, il a la voiture pour gagner, la voiture est faite autour de Verstappen, alors peut-être que ça s'adapte un peu mieux à Perez, mais Perez est là aussi. Et c'est vraiment, moi je sais pas si Perez il va partir fin d'année pour Gasly ou quelqu'un d'autre, parce que finalement, Red Bull a enfin la stabilité qu'elle cherche, comme Mercedes depuis 2014, c'est-à-dire avec Rosberg d'abord, et ils ont eu la chance de l'avoir avec Bottas après, mais avoir deux pilotes qui savent, pas dire se gérer, mais se jauger, et qui s'il a un problème, le pilote numéro 1 assumer un problème, le deuxième est là. Et c'est, comme tu disais, c'est la bataille des seconds couteaux. C'est un peu méchant de dire ça par rapport à Bottas et Perez. Mais moi, ça me rappelle que quand Schumacher et Hakkinen avaient un problème, tu retrouvais Coulthard et Barrichello. Quand Schumacher et Hill avaient un problème, tu retrouvais encore Coulthard, mais tu trouvais Herbert. Et tu trouvais ces pilotes qui, quand il y avait un problème, étaient là en outsider, ou bon, j'allais dire Irvine, mais on va pas exagérer. Parce qu'il a eu une saison pour briller, mais il n'a pas su saisir sa chance. Mais globalement, c'est vrai que là, enfin, Red Bull peut avoir une stratégie et travailler avec un deuxième pilote qui, quand il faudra gagner, va être aidé par l'équipe. Ça a été le cas lors du dernier Grand Prix, où Perez gagne. Mais quand ça va bien, il sait qu'il doit être derrière Verstappen, et il l'assume, et il fait sa course en conséquence. Et c'est ce qu'il fallait à Red Bull. On peut enchaîner sur la suite du classement LFB, parce que... Juste pour finir, je t'en prie. 7 Grands Prix cette année, Maxime. Oui. 4e victoire Red Bull, 3e victoire Verstappen,
12 points une d'avance au enlevée. championnat par Une Verstappen. enlevée à bas coût, parce que Oui, quand même, elle est volée celle-là, hein. Clairement. Pardon. oui, 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 effectivement. Mais bon, allez, on va dire que voilà, ça, c'était pour tout le monde peut-être la désillusion à ce moment-là, oui. Euh, et 37 points d'avance pour Red Bull au championnat constructeur. Sur un circuit où c'était annoncé, c'était clamé, mais c'était vrai. Mercedes jouait sur un terrain favorable, devait évidemment remettre les pendules à l'heure devait repartir de l'avant. Eh bien non, eh bien non. Donc effectivement, je suis pas en train de te dire que ça y est, Red Bull et Verstappen vont enchaîner et vont gagner le championnat, parce qu'on en est qu'au premier tiers, si tout se passe bien. Mais là, force est de constater que, bah oui, il y a clairement une redistribution des cartes très très importante au niveau de la Formule 1, ça c'est sûr. Et ça fait du bien, c'est une belle saison. Et Mm. on est parti pour 2 semaines en Autriche, hein. Je te rappelle que là, Oui, on est sur les terres de Red Bull, il y aura sans doute du public, donc Supermax, il va peut-être encore nous faire un festival. En tout cas, on sait qu'Hamilton est aussi à l'aise en Autriche, c'est un circuit qu'il aime bien. Mais oui, oui, la ça saison devrait est être à peu encore longue, près égal, c'est ça qui est mais bien, c'est ça qui est génial. favorable. Ouais, Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça qui est génial, c'est qu'à chaque Grand Prix, maintenant, on peut arriver, s'asseoir et se dire, bon, qui va tirer les bonnes cartes quoi ce week-end? Et on ne sait pas, et c'est ça qui est génial. Mm. La saison 2021, elle est intense, il y a des dépassements, il y a de l'action, et il y a de la stratégie. Moi, ça ne me dérange pas si une épreuve, un Grand Prix est, comme on dit, ennuyeux, Mm. tranquille, où on fait une sieste pendant 40-50 tours, mais si dans les 10 derniers tours, la stratégie fait qu'on se bat pour la victoire, le Grand Prix va être intense, et c'est ça qu'on veut, et c'est ce qu'on a dans les Grands Prix, Mm. habituellement ennuyeux. Ça a été le cas en Espagne, et ici en France, même si Voilà, on tout dit à ça, fait. mais le Paul Ricard, bon, il y a eu 2 courses, il n'y a pas eu de course l'année dernière. C'est vrai que 2018 c'était pas mal, mais 2019 c'était vraiment une purge, comme on dit. Oui. C'était très compliqué. Donc on espère que ça va glorifier l'avenir du Grand Prix, qui s'est plutôt bien porté pour parler un peu organisation. On a eu la F3 qui était là, on a eu la F2, on a quand même eu du public, on a eu des activités en piste. On a pu voir que l'action sur les réseaux sociaux, la gestion était correcte. On n'a plus eu de scandale sur les parkings en disant bah, les gars, ça fait 4 heures qu'on essaie d'arriver au circuit, c'est un scandale. Donc c'est bien, le Grand Prix a appris de ses erreurs. Il a fallu 3 ans pour s'en remettre. Une année où il n'y a pas eu d'édition, bien sûr, l'an dernier. Mais globalement, le Grand Prix de France va vers le bon et c'est tant mieux parce que finalement, cette épreuve mérite sa place comme toutes les autres Oui, en Europe. je me permettrais juste de dire que même s'il y avait eu des ratés pour le retour du Grand Prix de France en 2018 avec effectivement l'acheminement des spectateurs et les parkings, ma carrière de couverture des Grands Prix, le seul Grand Prix où j'ai raté professionnellement parce qu'il y avait effectivement un bazar pas possible et des bouchons et une organisation chaotique de l'entrée sur le circuit, c'est à Silverstone. C'est pas du tout en France. Ni ailleurs. Hein. C'était à Silverstone où effectivement il nous a fallu 4 heures alors qu'on était accrédité pour Ah aller de oui, notre hôtel au parking du circuit, au parking média. Bon, donc effectivement j'ai toujours relativisé parce que ça, nos amis anglais ne s'en étaient pas vantés, mais Silverstone c'est pas génial non plus. Bon, fin de la parenthèse. Alors tu voulais enchaîner avec les autres et je pense qu'effectivement tes deux McLaren Boys t'ont enchanté. Alors écoute, c'est fou parce que Ricardo dans un premier temps, Norris ah dans oui. un deuxième. C'est vrai qu'ils se sont un peu partagés la vedette à ce niveau-là. On a eu le sentiment qu'ils doublaient 2-3 voitures par tour à chaque fois. Enfin, c'est incroyable, on les a vus tout le temps doubler, quoi. Ah mais ils étaient dans un festival tous les deux. Alors ils n'ont pas gagné énormément de positions, surtout Lando Norris, mais Non. malgré tout, on l'a vu, ils étaient en tenaille, hein, ils remontaient 2 par 2 avec tour à tour Alonso, Leclerc, Sainz, Gasly. C'était merci bonsoir. Je ne sais pas ce qu'a fait bouffer les McLaren, mais le moteur Mercedes qui était derrière fonctionnait peut-être même mieux que dans la Mercedes de base. Mais oui, encore une fois, le meilleur résultat des autres, quand tout le monde finit devant, c'est-à-dire les 2 Red Bull et les 2 Mercedes, bah, c'est McLaren qui vient le chercher. Ou Pierre Gasly, bon, il est juste derrière, il est 7ème, Pierre. Mais les McLaren ont fait un week-end très respectable. Ricardo va mieux. Alors il y a eu le changement de châssis, on le savait, qui a eu lieu après Monaco où ça avait été un désastre. Mais la première saison de Ricardo chez McLaren ressemble un peu, si tu veux, à celle de Ricardo chez Renault. La première année où il est arrivé, il était un petit peu perdu, il cherchait un peu ses repères, et ça a plutôt bien fonctionné l'année suivante. On espère qu'il aura son podium avant la fin de l'année, parce que la voiture est meilleure que la Renault qu'il a eue lors de sa première année chez les Français. Mais globalement, la voiture est constante, pas de casse mécanique, pas de problème de fiabilité. Cette voiture marche bien, cette équipe marche bien. Zach Brown était présent pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas allé voir ni United ni une autre épreuve, parce qu'on sait qu'il était
ici pour rejoindre la famille McLaren, pour rendre hommage à Mansour Ogier, qui est décédé il y a quelques temps. Il y avait d'ailleurs une mention sur le capot moteur Hum. à l'hommage de Mansour. Avec la typo McLaren, Ah oui, tout le c'était pas garage, mal. tout Hein, c'était ouais, ouais. vraiment très bien inclus. Et c'est un bel hommage d'avoir embelli ce logo McLaren Hum. identitaire à l'image de Mansour. Et oui, bah, que ce soit en qualification ou en course, les deux McLaren ont fait le taf. Je n'ai pas grand-chose à te dire parce que tu l'as dit, ils ont été incisifs, ils ont été propres. Ils sont un peu chamaillés au départ, mais bon, ça fait un peu partie du jeu. On se rapproche, on va peut-être pas se toucher entre équipiers, ça ferait tâche, donc autant couper. Mais voilà, hormis ça, pas grand-chose à redire de Norris et de Ricciardo qui ont fait vraiment le On travail. constate, ouais, on constatera juste parce que quand même, Norris, septième fois de suite dans les points depuis le début de la saison. Il est maintenant le seul à avoir scoré à chaque Grand C'est Prix, vrai. puisque même Hamilton n'y est pas arrivé Ah la non, dernière non, fois, bien tu t'en sûr. souviens. Donc effectivement, Norris, je rappelle, il est toujours bien devant Bottas au championnat pilote. Hein. Effectivement, il est phénoménal. Et c'est vrai qu'hier, il a encore quand même battu, on va dire, Ricciardo, Mhm. si on focalise un petit peu sur cette bataille interne, mais en tout cas, ils nous ont régalé, ça c'est sûr. Et puis, bah, je suppose, Gasly, on l'a parlé, lui, c'est la 6e fois de suite qu'il est dans les points. Alors, les points sont parfois un peu moins importants, mais Pierre a trouvé sa vitesse de croisière cette année. Et effectivement, là, il a plus besoin de démontrer qu'il est un pilote super solide et qui est capable de maximiser en quelque sorte son résultat. Et c'est encore le cas. Je vois pas comment il pouvait faire mieux que Ah non. septième hier. Là, il a fait 7. Voilà. En fait, maintenant, il fait le meilleur résultat possible. Hein. Il a cette force et cette capacité à aller chercher son meilleur résultat possible. Alors c'est peut-être qu'une septième place, mais une septième place d'un pilote AlphaTauri de nos jours, bah, c'est un exploit. Et Pierre, de manière très solide, a su aller conserver cette septième place. Moi j'avais envie de mettre un accessite et à Alonso. Là, Oui. qui écoute là, c'est un peu repris. Ah, il a terrassé Ocon sur ce week-end. Hein. Ocon qui a Oui. été reconduit d'ailleurs jusqu'à 2024. J'ai trouvé ça énorme comme durée de contrat. On Mhm. peut en parler un peu après. Mais oui, Mhm. Alonso, Papy Alonso qui fait de la résistance. Quand il faut être là sur des circuits où c'est difficile, il est là. Il fait parler l'expérience. Et l'Alpine, quand elle fonctionne, est une bonne voiture qui peut aller chercher les points. Effectivement, elle n'est pas au niveau de l'AlphaTauri de Pierre, je précise. Mhm. Parce qu'il n'y a pas, à Mhm. mon avis, la même expérience de chaque côté du côté de chez AlphaTauri. Mais par contre, c'est vrai qu'Alonso, quand il faut être là, est là. Et bah oui, quand tu vois Alonso Vettel 8 et 9, tu te dis que voilà, les générations et l'expérience travaillent encore devant. Non, c'est bien. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Alonso devant, enfin, en tout Ouais, cas ouais. aux avant-postes, il faut le dire. Même si, comme tu l'as dit, il est parmi les premiers à s'être fait avaler par les deux McLaren qui sont passés comme si de rien n'était devant l'Alpine. Il y a encore du taf, il y a encore beaucoup de travail, je pense, chez Alpine pour arriver à leur niveau. Maintenant, il leur faut de la stabilité. Je ne pense pas qu'Alonso soit l'avenir. Je pense que tu es d'accord avec moi. Par contre, c'est vrai Mhm. que voilà, Mhm. parier sur Esteban, c'est peut-être le garantir, le sécuriser, le verrouiller, parce qu'on sait qu'il y a des chaises musicales qui vont être entamées avec de grosses équipes. On sait que chez Red Bull maintenant ça semble verrouillé. Par contre chez Mercedes, bah, il y a Bottas qui doit partir. Pas certain que Russell ait le Mhm. siège d'office, hein, puisqu'on se rappelle que ça devait être le cas déjà pour Esteban Ocon à l'époque et déjà pour Stoffel Van Dorn en son temps. Mais Toto Wolff en ce moment, il a d'autres choses à faire que de se tracasser de son deuxième siège et de ce que font les autres. Et c'est vrai que quand on voit que Pierre Gasly est très proche de Toto Wolff, on peut se dire que là, dans la liste des pilotes qui sont dans les points, que ce soit Gasly, que ce soit Russell ou même que ce soit Ocon, on aurait pu avoir l'un de ces trois garçons Mhm. rejoindre Ouais. Mercedes. Maintenant, Ocon, il a verrouillé son avenir, il a décidé. Je pense que c'est une bonne décision. Je ne suis pas certain qu'il ait montré assez pour garantir jusque 2024. Ça, c'est mon avis. Je Mhm. pense qu'un an ou deux Mhm. aurait été peut-être plus intéressant que 3 années. Mais bon, si ça peut l'aider à avoir la garantie et la confiance en lui dont il a peut-être encore besoin, c'est pas mal par rapport à Alonso. C'est pas le besoin de Oui, c'est prouver vrai. qu'il est au niveau, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est une belle marque de Oui, confiance d'un employeur vis-à-vis d'un jeune pilote dont on peut se douter que, mis en confiance, rassuré sur son avenir, il va encore mieux délivrer, si j'ose dire, mhm. même si quelque part il ne l'a pas prouvé ce week-end. Oui, effectivement, on Mais aurait il pu le prouve penser que depuis le début de saison. Hein. Si on prend voilà, vraiment c'est son pour début ça. d'année chez Alpine, il est au-dessus d'Alonso, que ce soit en qualification ou en course, Ouais, quand il n'y a pas de problème, il domine Alonso voilà. clairement. Eh ben, écoute, partons du principe que chez Alpine, on est assez homogène quand même et qu'on a des qualités, des défauts de chaque côté et que quand l'un est peut-être un peu moins bien, l'autre Exact. est capable un peu de reprendre le flambeau. Ça a été le cas ce week-end. Bravo à Alonso, dont on n'a jamais douté. Mais bon, voilà, on est un petit peu plus exigeant peut-être avec lui. Vettel, ça fait quand même 3-4 Grands Prix maintenant qu'il Ça est vraiment marche. devant Stroll. Voilà. Alors oui, c'est que 9 là, c'est pas 5 comme l'autre fois. Mais enfin bon, écoute, c'est globalement bien, on prend. Par contre, bah, pour conclure, oui, même si
Russell, on pourrait lui mettre vraiment un tableau d'honneur puisqu'il fait 12 à la régulière et qui devance justement un Ocon, il devance un Giovinazzi. Bon, c'est un beau Grand Prix de la part du pilote Williams. Mais effectivement, Ferrari, alors là, autant nous avait évidemment fait vraiment plaisir lors des 2 derniers Grands Prix, Monaco et Azerbaïdjan, autant là, on s'attendait pas à une dégringolade à ce point-là et à ne terminer que 11 et 16. C'est vrai que Charles Leclerc qui termine à la régulière 16e, enfin la régulière, bien sûr qu'il a été handicapé par plein de trucs, mais bon, le fait est qu'au résultat, il est 16, quoi. Mais il n'y a pas eu de fait de course marquant, il n'y a pas eu de voilà. soucis, de casse, de neutralisation. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas un moteur Ferrari dans le top 10. Au Paul Ricard, parce que c'est un circuit de moteur, il faut être honnête. Ce qui m'inquiète, c'est que oui, c'est très bien, on fait la pole à Monaco, on fait la pole à Bakou, mais sur un circuit où vraiment là, il faut faire fonctionner le moteur et le châssis, l'aéro peut pas rattraper la voiture. Donc les progrès qu'ont fait Ferrari en aéro sont clairs, on l'a vu, mais par contre en châssis et en vitesse de pointe, le moteur il est nulle part. C'est devenu le pire moteur de plateau, vraiment. Je pense que même le moteur Renault est bien devant, on le voit avec les Alpines. Maintenant, c'est très inquiétant pour la suite de la saison, parce que là, on va arriver quand même sur le circuit du Ring, enfin le Red Bull Ring, qui est rapide, Silverstone. On espère qu'en Hongrie, ça ira mieux, mais Spa et Monza, l'été va être long pour la Scuderia. J'espère qu'ils ont pris des glaces dans le frigo. Voilà, gros coup de bambou là chez Ferrari. Effectivement, c'est pas ce qu'on souhaite, donc bon, affaire à suivre. Mais voilà, pour conclure, ce Grand Prix, je pense, est vraiment le reflet de la saison. Je dirais même, s'il fallait citer un Grand Prix symbolique de cette année, relativement formidable qu'on est en train de vivre, c'est ça. C'est 2 équipes face à face, 2 pilotes superstars, évidemment, qui se battent pour le duel de champions du monde. Donc ça, c'est l'idéal. Et effectivement, ce sont à chaque course... Ça se joue à pas grand-chose, à une stratégie, à un coup de poker menteur. Alors après, évidemment, on peut dire Mercedes s'est planté et Red Bull a eu la bonne stratégie. Mais non, parce que quelque part, Mercedes, c'était beau aussi de tenter d'aller jusqu'au bout en tenant bon. Donc, non, tu vois, ça se joue à pas grand-chose et tout le monde est focus sur son objectif et ça se joue à des petits détails, mais ça se joue à des petits détails d'excellence, c'est ça que je veux dire. Oui, et aller à 3 tours près, Mercedes sont des héros et Red Bull s'est trompé en faisant rentrer Verstappen. Donc, si Verstappen avait perdu, on les aurait effectivement critiqués pour avoir fait rentrer Verstappen trop tôt et d'avoir tenté effectivement cette stratégie de retour en fin de course, mais qui partait trop loin, c'est sûr, c'est évident que ça aurait pu quand même être un peu ça aussi. C'est la beauté de cette saison, c'est que tout est incertain et qu'on a hâte déjà d'être au prochain Grand Prix parce qu'on n'a pas eu de Grand Prix vraiment, vraiment ennuyeux cette année parce que la saison le veut et c'est bien, il faut des saisons comme ça. Après, de là à dire que c'est la plus belle de ces 10 dernières années, on ne va pas s'emballer non plus. Mais malgré tout, c'est une saison qui est très intéressante avec, comme tu le dis, 2 pilotes qui se battent, mais surtout dans 2 équipes différentes. Et c'est ce duel qui nous manquait vraiment pour l'intérêt du sport. C'est vrai que Netflix a ramené beaucoup de passionnés ou de nouvelles personnes, de nouveaux intéressés avec leur documentaire Drive to Survive. Mais fondamentalement, nous qui sommes là depuis des années à parfois subir des longs grands prix qui sont ennuyeux, c'est aussi pour ces saisons-là qu'on reste toujours au taquet et qu'on ne veut pas manquer une épreuve parce qu'on espère que les 2 Grands Prix qui suivent en Autriche seront très intéressants, en tout cas tout aussi certains, j'ai envie de dire, parce que sincèrement là, bien malin qui peut nous donner le nom du vainqueur des 2 prochains Grands Prix. Donc, voilà, et comme nous nous retrouverons dans 15 jours, mon cher Maxime, on fera le bilan des 2 Grands Prix d'Autriche. Voilà, là on aura notre spécial Grand Prix d'Autriche au pluriel, on va dire ça comme ça. On pourra en discuter, ça sera très sympa. Bon, moi en tout cas, je me suis régalé. Comme je me suis régalé aussi sur l'IndyCar, tu vois ce que je veux dire, je t'offre la transition sur un plateau. On va quitter effectivement l'Europe, la France, et on va partir aux États-Unis. Le magnifique circuit de Road America a accueilli une nouvelle manche de l'IndyCar avec les Français qui se sont plutôt bien illustrés, mais surtout une course de 55 tours qui a été très intense. On va en parler tout de suite, c'est parti. Drapeau blanc, deuxième partie de ce podcast. Alors l'IndyCar, mon cher LFB, on en suit toujours ça avec beaucoup d'attention, on aime bien ça, c'est la fameuse formule américaine, on dit cette phrase qui fait grincer des dents ou fait sourire, mais finalement c'est toujours du grand sport, du grand spectacle, des bonnes et des mauvaises surprises, notamment pour Joseph Newgarden qui avait quasiment fait le travail comme on dit, mais qui s'est fait piéger à quelques tours de l'arrivée, laissant à 2 boucles de la fin la tête à Alex Palou qui gagne sa 2e course cette année et qui prend la tête enfin du championnat avec autorité. La jeunesse face à l'expérience, c'est un petit peu
le sous-titre de cette année, puisque derrière, quand on regarde Dixon et Power, Ericsson, etc., les jeunes et les anciens se battent, mais pour l'instant, la jeunesse triomphe, sauf évidemment aux 500 miles, puisqu'il a fallu que notre ami Castroneves vienne faire de la résistance. Globalement, une épreuve très intense, très spectaculaire aussi, quelques surprises, l'arrivée de Kevin Magnussen, qui est venu faire une pige chez McLaren. On rappelle aussi qu'il y avait Romain Grosjean qui revenait après ses absences sur les circuits ovales. Qu'as-tu pensé de cette épreuve de Road Alors, America très intense? Moi j'ai beaucoup apprécié cette bagarre en tête ouais, franchement. avec Palou. Tout à fait. D'ailleurs, au passage, puisqu'on est entre nous et que des fidèles téléspectateurs nous suivent, je me faisais la réflexion ce week-end, quels sont les circuits qui ont deux noms en fait, qu'on peut appeler de deux noms et tout, et on sait instantanément à qui on fait référence. Et ben, il y avait un point commun avec le Castellet, Oui, que, que régulièrement on dit le Castellet ou le Paul Ricard, on sait très bien que c'est le même, mais les deux noms sont évidemment totalement justifiés. Et Road America, moi un peu à l'ancienne, il m'arrive encore de l'appeler le Kurt Lake. oui, Hein, si je te dis le Kurt Lake, toi tu sais que je oui. veux dire Road America. Bon, mais si on dit Monza, on dit Monza. Il y a pas d'un autre nom. Pour moi, le plus bel exemple, c'est le Red Bull Ring, le A1 Ring, le Oui, Lausitz Ring, l'Österreich Ring à l'époque. Donc voilà, oui, Spielberg, Spielberg, oui, Spielberg, oui. il y a eu Zeltweg même. Hein, Zellweg, oui, oui, oui. voilà, c'est ça. Mais maintenant, bon, moi je dis le Red Bull Ring, oui, bon, effectivement. Mais c'est vrai que Elkhart Lake et Road America, il y a deux appellations Mhm. qui se comprennent, tout comme le Castellet et le Port Ricard. Bon, fin de la parenthèse. Voilà, petit point commun entre les deux de ce week-end. Alors, c'est vrai que cette année, bah, écoute, on a la jeunesse et l'expérience, comme souvent. L'expérience symbolisée par la victoire de Castroneves, tu l'as dit, par la Dixon, solidité de Dixon. Et globalement, moi, je rajoute maintenant Will Power, qui oui. a des hauts et des bas, et de plus en plus de hauts et de plus en plus de bas d'ailleurs, mais qui quand même, là, et c'est encore le cas hier, puisqu'on enregistre lundi, pour tout vous dire, donc, était là. Mais c'est vrai que la grande affaire de cette année, bah, c'est l'émergence sensationnelle de Pato Howard, hein, qui nous a fait Oui. à Détroit, hein, la deuxième course à Détroit de Pato Howard. Là, il a crevé l'écran, comme rarement j'ai vu un pilote crever l'écran, avec des restarts hallucinants. Hein. T'as été comme moi, t'as vu les restarts qu'il faisait. Il arrivait à doubler à chaque fois un ou deux pilotes dans Ah oui, son oui, il premier était tour de très très bien. lancement. Fabuleux. Bon, et il avait pris la tête du championnat. Palou, bah, on avait bien compris depuis le début de l'année que chez Chip Ganassi, on avait recruté une petite pépite et qui Oh oui, effectivement avait les dents qui riaient par terre, mais de manière totalement justifiée. Je rajoute Rinus VeeKay, qui nous quand a même. Ouais, ouais. mis tout le monde d'accord à Indianapolis et qui, depuis le début de l'année, fait quand même le spectacle. Alors évidemment, là, c'est quand même très dommage de sa part, Oui. petite parenthèse au passage, d'avoir, comme chaque année, comme ça arrive dans toutes les disciplines, et pour chaque année plusieurs pilotes, d'apprendre qu'on s'est blessé en faisant du vélo, à l'entraînement. C'est tout. On ne sait jamais si c'est une faute professionnelle, si c'est pas de chance, si c'est une erreur, s'il faut lui Ouais, un excès reprocher de ou si bon. confiance. Oui. On a vu des pilotes rouler Oui, avec des blessures. On se rappelle de Weber qui a roulé avec une cheville pétée il y a ouais, quelques années. Donc, c'est des fois, on ça. le cache aussi quand on est pilote, qu'on s'est blessé. On va quand même faire la course le week-end qui arrive. Mais Ouais. ouais, bon, ça Et arrive. là, Après, voilà. ça la fout un peu mal dans la C'est mesure où dommage. ça lui coupe un peu les ailes. Et effectivement, c'était quand même pour moi la troisième force jeune là qui vraiment émergeait beaucoup. Ah, j'aurais Et rajouté Colton puis, Herta, quand oui, oui, même. bien sûr, mais Colton D'accord. Herta, voilà, je le mets moins spontanément parce que Colton Herta, ça fait quand même 2 3 ans que ça y est, on le voit arriver au sommet. Mais il symbolise encore cette nouvelle génération, on est parfaitement d'accord. Bon. Et la grande affaire aussi de cette année, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui se passe chez Penske, Oui. qui effectivement est l'équipe la plus prestigieuse, qui a 4 voitures, et qui donc n'y arrive pas, n'y arrive plus. Et c'est vrai que là, pour la deuxième fois de suite par rapport à un week-end de course, tu te souviens qu'à la première course de Détroit, drapeau rouge, Power, qui est en tête, ne peut pas redémarrer Oui. des stands pour les toutes dernières minutes. Je me demande s'il restait pas aussi 2 ou 3 tours, pas Oui, plus. pareil. Oui, c'est rien du tout. Voilà. Et hier, donc, on a un restart à 2 tours de la fin et notre Joseph Newgarden, bah, dont au début on ne comprend pas, et puis bah, maintenant on sait qu'il y a eu un problème de boîte de vitesse, il était bloqué en cinquième, et donc tout le monde lui passe, et il termine 21e. Il faut avouer, ça ressemble à une malédiction, et Newgarden, hier, je ne vais pas dire qu'il méritait de gagner, parce que c'est toujours un terme un petit peu Difficile spécial à pour celui qui a employer, récupéré la mais victoire, mais oui, quand même, on peut le dire. voilà. Donc, bravo à Palou, super, hein, qui a été toujours derrière lui, qui Oui, lui a ça par jamais contre, vraiment oui. laissé voilà. Mais c'est vrai que là, c'est très cruel pour Joseph Newgarden. Et évidemment, on se met à sa place et à la place de l'équipe Penske. Là, gros coup dur, sachant que derrière, bon, bah, Power sauve les meubles.
effectivement, Simon Pagenaud n'a rien eu à disposition pour se Non. montrer dans ce Grand Prix. Il n'a fait que descendre dans le classement progressivement. Et Scott McLaughlin, je suis bien obligé de dire que là, c'était un peu plus difficile. Il était Mais assez bon. loin. Il s'est pas montré non plus. Donc là, oui, c'est vraiment, vraiment très malheureux pour Penske et pour Joseph Newgarden. La discrétion pour les Français dans cette épreuve, c'était compliqué pour beaucoup de pilotes qui ont l'habitude d'être devant, mais j'ai l'impression que ce week-end était un petit peu différent au niveau de la gestion de la course. Enfin, je sais pas ce que tu as ressenti, mais j'ai vraiment le sentiment que c'était vraiment un sprint, mais très intense. Je sais pas si, enfin, physiquement, j'avais Mhm. l'impression que ça demandait beaucoup d'énergie, ce qui explique peut-être que devant on retrouve plus de jeunes. Alors, aucune, aucune insulte aux vétérans, mais j'ai l'impression que c'était une course qui était très intense physiquement et qui peut-être a permis à certains de faire des erreurs, comme Newgarden par exemple, peut-être. Voilà, son problème de Mhm. boîte, est-ce que c'est lui qui l'a créé en commettant une erreur, etc. Évidemment, ils ne sont pas infaillibles, ça reste des humains. Mais globalement, quand tu vois même au niveau stratégique ce qui s'est passé pour Dixon, quand tu vois même Ericsson qui a des soucis, même s'il est un peu plus jeune, bon, on va pas gérer année par année, mais globalement, c'est vrai que c'était. Ouais, j'avais l'impression de voir un sprint, mais très 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 intense. J'ai l'impression qu'on était vraiment dans un rush Ouais. final dès les 10 premiers tours. Et je me dis, il fallait quand même tenir le rythme parce qu'il faisait chaud. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment ce sentiment que c'était une course euh, bouillante, quoi, vraiment. Et je me dis que là, Ouais, voilà, ouais, il tout à fallait, il fait. fallait pas commettre d'erreurs. Et parfois, bah oui, quand la chaleur monte, on perd un peu ses esprits et ça fait commettre des erreurs. Demandez à Jimmy Johnson, hein, qui est encore allé nous faire un petit peu de tonte de pelouse. Mais c'est vrai que voilà, Scott McLaughlin, il a moins d'expérience, donc il recule. D'autres pilotes se font piéger aussi. On a vu que, ouais, effectivement, devant, bah, on prend les mêmes et on recommence. Romain, il faut le dire quand même, cinquième. Alors là, Ça, c'est quand même ouais, la super. bonne performance. Très déçu aussi pour Kevin Magnussen, qui est venu faire une pige, mais qui a eu un gros souci technique, qui a dû en rester à la mi-course arrêté. Mais globalement, ça devient très compliqué sur certaines petites épreuves de la saison d'être devant quand on n'a pas, pas dire la force physique, mais vraiment le rythme dans la peau et la lucidité de gérer la course jusqu'au bout. Et c'est une chose qu'on n'a pas forcément en Formule 1. Pour donner un petit Mhm. comparatif, c'est vraiment la spécificité de l'IndyCar, c'est que ces circuits à l'ancienne, difficiles, bosselés, rapides, vallonnés, il faut être tout le temps vigilant et dans des conditions parfois un peu extrêmes. Ce sont des Ouais. sportifs exceptionnels, mais pour certains, peut-être que bah, là, je fais la Mhm. différence. Si je veux parler rapidement des De forces françaises, Romain, oui. euh, je vais commencer par Sébastien Bourdet, qui manifestement, bon, la paye un petit peu Oui, le fait d'appartenir à une équipe de milieu de plateau, le Edgy Foyt, où ça doit être un peu limité en développement. Et là, c'est vrai il est un peu dans la deuxième moitié, il a du mal à tout le s'en temps. extirper. Oui. Bon. Simon Pagenaud, qui fait partie d'un top team, n'y arrive pas cette année. Et effectivement, dès les débuts de course, pourtant là, il avait fait une très bonne qualif. Oui, oui, Et oui. ça se voit dès le début qu'il Qu'il n'a n'ait pas pas le rythme. les armes. Non. Oui, et effectivement, Simon, là, ça fait quand même une année que je vois ça, je me permets de le dire. Et évidemment, c'est pas de sa faute à lui, mais C'est ça le se matériel dont voit. il dispose qui n'est Ouais, pas, qui n'évolue les pas. départs et les restarts, il Mm. se fait un peu avaler à chaque fois. Il n'arrive pas à se faufiler, il n'arrive pas à résister et Là où Vicky il est est toujours un petit exceptionnel, hein, peu. par Ouais, exemple. ouais, c'est ça, ou Pato Howard, Oui, voilà. C'est laborieux dans les starts et restarts, et du coup, c'est un peu à chaque fois qu'on perd des places, et après, au lieu de remonter, on redescend. Donc là, effectivement, c'est vraiment dommage. Et je dois évidemment rendre hommage à Romain Grosjean, alors bien sûr, qui est en phase un peu d'apprentissage quand même en IndyCar, et le week-end de Détroit, la mm. dernière fois, a montré que oui, c'est pas fait non plus. Hein, Détroit, il s'est un peu loupé, on va dire ça comme ça. Hein, notamment la deuxième course, ça a terminé dans le mur. Pas Bon, infaillible non plus, hein, ça reste quand même oui, voilà, c'est une ça. saison de rookie, Mm, donc voilà. c'est ça. Mais on ne peut que lui rendre hommage, car effectivement, il a cette capacité à se mettre aux avant-postes dès les premières séances d'essai. On Oui, le voit, Grosjean, il est aux avant-postes. Il est plutôt toujours très bien qualifié. Il fait le spectacle. Hein, il nous a fait des oui. dépassements. Il est sûr de lui, Hein, oui, oui, oui. ouais, voilà. Donc là, il apporte quand même quelque chose. Là, on est obligé de reconnaître et de lui tirer notre chapeau. En revanche, lui aussi est handicapé. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'on le remarque par des arrêts au stand qui sont pas géniaux. Hein. Non. Ça, c'est vrai qu'il ne gagne pas de place dans les stands. Alors, est-ce que c'est l'équipe qui merdouille? Est-ce que c'est lui qui a pas encore compris un élément dans les arrêts au stand? Mm. J'ai du mal à le croire.
Est-ce qu'il y a de la malchance, qu'effectivement à chaque fois il y a un petit gène qui fait qu'il va perdre une place par-ci, une place par-là, mais non, il n'est pas aidé par les arrêts au stand. Ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que la méthode de l'arrêt est bien exécutée par les mécaniciens? Ça peut être juste la réponse, elle est peut-être juste dans l'exécution de l'arrêt qui est quand même Ouais. assez organisée en Indy avec une procédure plutôt claire. En tout cas, le bilan de cette épreuve avant de partir du côté alors, je crois que c'est Mid-Ohio la prochaine, début Ah oui, tiens, j'ai juillet. pas vérifié. C'est Oui, oui, c'est ça. Mid-Ohio, Oui, je pense, oui, qui d'accord. accueillera la prochaine manche début juillet. À notre circuit, on pourrait avoir aussi pas mal de spectacles qui ressemblent un Mm. petit peu, il faut dire, à un Road America avec un peu moins de ligne droite, mais malgré tout, ce côté vallonné, sinueux et une longue ligne droite Et dans le premier secteur, oui, 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 des des grosses grandes relances, courbes. Oui, oui. ça peut être un petit peu la même chose. On verra justement si eh bien, le moteur et la voiture de Simon est un peu plus à son affaire. En tout cas, Romain Grosjean sera de la partie encore une fois et on verra ce que ça va donner. En tout cas, peut-être que notre ami Howard a gagné un volant chez McLaren d'ici quelques années. En tout cas, Zach Brown a dit que du côté de chez McLaren, on était chaud d'aller lui faire un test. Je serais Oui. curieux de voir ce que ça donne hein, pour conclure un petit peu ces derniers Ah oui, oui, résultats. non, Ça doit le là, motiver. Je sais pas si c'est un objectif dans Howard, sa là, carrière, mais ça peut être intéressant, hein. oui, oui, non, là, il y a quelque chose. Hein. Patricio Howard, là, il y a clairement un potentiel énorme. Alex Palou, manifestement, éclate aussi au plus haut niveau. Et là aussi, faudrait voir. Mais non, ce championnat IndyCar, comme on le pressentait, Maxime, hein, est fabuleux cette année parce qu'effectivement, il y a du casting, il y a Oui, des oppositions de style, il y a des il y a du oppositions de spectacle. génération. Mhm. On sait que Penske va quand même gagner cette année, c'est obligé, c'est pas possible Espérons, parce que que ça ferait mal quand même, hein. voilà, voilà, donc on peut quand même penser que New Garden va en gagner une, que Power Il pourrait était pas aussi le loin, ouais. faire. Oui, donc tu vois, ça, Sur ça, un ça veut dire qu'il y malentendu, a comme dirait encore. l'autre. Ça marche. C'est ça. Voilà. Non, non, mais on se régale et c'est vraiment super. Eh Donc, bien, on se régalera affaire à suivre. quand on se retrouve dans 2 semaines. Il n'y aura pas encore eu de manche puisque ce sera vraiment tout début juillet, mi-juillet, je pense, la prochaine à Mid-Ohio. Mais on verra ça Mm. encore une fois dans le prochain épisode qui aura lieu sur ta chaîne. D'ailleurs, mon cher LFV, sur la chaîne de l'After. Là, on va enchaîner, si tu le veux bien, avec la troisième partie de ce podcast. Où on va parler un petit peu de tourisme, de supercars aussi avec la manche de Darwin et surtout le DTM qui est nouvelle version maintenant avec du GT3. J'ai pas mal de choses à vous dire et on conclura avec de la Formule E, drapeau à damier, checkered flag. C'est parti. Troisième et dernière partie, on va conclure ce podcast en faisant un petit tour d'horizon de nos disciplines favorites, ou en tout cas qui font l'actualité en dehors des grosses disciplines qu'on suit habituellement. Et on va entamer tout de suite, je vais me permettre de prendre la parole avant le Supercars, on va parler DTM. Oui, J'ai envie de te dire une page tourisme, mais non, on ne peut plus maintenant, puisque depuis cette année, le DTM renaît de ses cendres. Alors c'est tout comme ça toutes les 15-20 ans hein, avec le DTM. On sait qu'en 2001, ça a été une nouvelle version avec des voitures un peu plus silhouettes. Là, on a abandonné le DTM vraiment silhouette, qui était plus vraiment du touring car, qui était un peu comme du GT, du Super GT au Japon. C'était ah oui. des réglementations qui étaient un petit peu identiques au niveau technique. Là, ça y est, du GT3, du sprint, c'est un peu la mode. On fout des GT3 partout, c'est pas cher, ça marche bien et ça fait du spectacle. On a un ADAC GT Master 2, j'ai envie de te dire, hein, c'est un peu le championnat ADAC Ouais, oui, t'as raison. diversifié. C'est donc 2 manches sprint qui ont lieu chaque week-end après 2 séances qualification classiques. On a donc des voitures de GT3, un seul pilote par voiture, un arrêt au stand obligatoire et surtout bien des noms que l'on connaît, que l'on retrouve dans cette discipline. Il y a notamment des pilotes qui ne sont plus en DTM. Donc René Rast qui est parti en Formule E, qui lui est parti chez Audi avec plutôt du succès. On en parlera tout à l'heure. Mais surtout certains qui restent là, comme Nico Müller qui a bien fait de rester Mhm. dans la discipline puisqu'il a fait de beaux résultats. Et surtout des grands noms du GT et des grandes équipes de GT qui arrivent. AF Corse pour Ferrari, Rovet, HRT chez Mercedes. Bref, des structures qu'on connaît bien dans le championnat du monde GT3 qui arrivent en DTM avec des forces en présence plutôt intéressantes. Pas mal de variétés aussi au niveau des voitures. On a donc Audi, Mercedes, Porsche, il y a une McLaren qui Ferrari. traîne, Ferrari évidemment, et surtout des pilotes, je le disais, donc Kelvin Van der Linde, Sheldon, les frères sont là, pas dans la même équipe, Mhm. pas pour le même constructeur. On a Alexander Albon qui Et roule voilà. désormais chez Ferrari à F-Corse avec une voiture aux couleurs d'Alpha Tauri. C'est un peu particulier, on dirait que c'est un peu dans un jeu vidéo, mais c'est la réalité. On retrouve aussi Vincent Abril qui a fait de belles performances ce week-end et aussi d'autres noms. Voilà, je le disais, voilà Nico Müller par exemple ou encore des féminines comme Sophia Fleuersch qui roule désormais pour Audi chez Abt Sport, qui n'a pas fait des étincelles ce week-end mais qui est quand même là pour l'entièreté de la saison et ça c'est plutôt Mhm. pas mal d'avoir une pilote féminine en désormais GT
DTM, on va l'appeler comme ça, hein, avec donc 2 courses qui ont eu Oui. lieu à Monza. Oui, c'est un championnat de DTM, mais on commence à Monza, hein, on n'est plus à ça près finalement, avec ce championnat de GT. C'est vrai que même pas démarrer à Hockenheim, là c'est bien. Ben voilà, Là, c'est alors il y a eu des vraiment. essais au Lausitzring, mais à part ça, à part faire des Oui. belles photos, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais d'ailleurs, on sera au Lausitzring pour la prochaine manche fin juillet, le dernier week-end de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura 8 manches cette saison. Alors la dernière, ce serait le Norrisring justement, mais avec le Covid, comme on sait que c'est un circuit urbain, on ne sait pas si ça va être tenu ou pas, parce qu'en Allemagne, ils sont encore très rigides sur les normes Covid. Mhm. Pour parler sport, on a donc 2 courses, départ lancé. Ah oui, parce que des GT3, Oui. si vous les démarrez arrêtés, vous allez avoir la moitié qui va caler, ça risque d'être un sacré bordel, et surtout ça va coûter cher en assurance et en carrossier. 2 courses, la première pole, Vincent Abril, qui est le plus monégasque des pilotes français, plus français des monégasques, pardon, sur la Mercedes HRT qui avait fait Mhm. la pole au terme d'une séance très disputée. Derrière, l'homme qui semble être, non pas l'homme à battre, mais la révélation, c'est Liam Lawson qui roule avec la Ferrari aux couleurs Red Bull, qui a dominé la première course, qui a remporté cette première course. Course plutôt calme, à part quelques sorties de piste, quelques contacts à la Variante de la Roggia, et pas grand chose d'autre à noter. Des courses relativement calmes pour du DTM, hein. Peu de stratégie, c'est du flag to flag très rapide, mais les courses étaient très intenses, des beaux dépassements, mais au-delà de ça, très propres. C'est ça qui était intéressant. Il y a un arrêt au stand obligatoire? Oui, ils sont obligés de rentrer parce que Oui, sinon hein. ça fait un relais. Une GT3, les GT3 font Ah un oui. relais sur 50 minutes sans trop de problèmes. Tout le monde est d'ailleurs logé à la même enseigne au niveau des pneus également. La deuxième course, donc, qui a eu lieu dimanche, donc une course par jour, avec cette fois-ci une pole pour Kelvin van der Linde, hein, pas Sheldon, Kelvin, sur l'Audi R8 du team Apt, pardon, qui semble être là aussi un candidat à la victoire, puisqu'il a remporté cette course. Là aussi, de beaux duels avec Nico Müller et avec Alexander Albon derrière qui n'était pas vraiment très loin, hein. Il était dans le top 10 dans les 2 courses et il est plutôt constant. Et donc à l'issue, avec les points, puisqu'il y a une distribution de points aussi en qualification, donc 3 points pour la pole, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le premier. Et on se retrouve donc avec Kelvin van der Linde en tête avec 36 points, deuxième place pour Lawson avec 27 points, Nico Müller qui a bien donc fait de quitter Audi en Formule 1 pour se concentrer sur ce qu'il aime, le DTM, et troisième, et enfin Abril quatrième et Albon cinquième avec 18 points. Pas de Français à D'accord. mentionner dans cette discipline, un pilote belge qui a fait 9 et 11e lors des 2 courses, qui est un peu moins connu mais qui s'est plutôt bien débrouillé pour une première. Et j'ai été bizarrement, alors c'est très difficile pour moi parce que là je parle vraiment de mon cœur et mes artères, mais j'ai été brillamment impressionné par le DTM parce que bah oui, du GT3 en sprint, ça fait toujours le café, ça fait des courses Mhm. impressionnantes, spectaculaires, un joli bruit aussi, des belles voitures, des belles livrées parce que les décorations sont magnifiques, les décorations. Alors c'est un Français, hein, d'ailleurs c'est euh, le designer de casque dont j'oublie le nom, Adrien Pavio, pardon, qui a, Oui. commentateur à ses heures perdues d'ailleurs, qui a dessiné la voiture d'Alexander Albon et de Liam Lawson pour Red Bull, donc des 2 livrets qui sont plutôt appréciés par le public. Et voilà, c'est des disciplines qui fonctionnent bien aujourd'hui. On veut faire un championnat qui marche, on tape des GT3, tout le monde peut venir, tout le monde a déjà les voitures. Les générations sont un peu en train de se renouveler. On a eu des évolutions chez Mercedes en 2020, chez Audi également. La nouvelle M4 GT3 arrive chez BMW, donc les M6 sont un peu moins chers, donc pour un championnat DTM, c'est plus facile de se procurer ce genre de voiture. Bref, je suis pas fan de l'idée que le DTM soit du GT, mais après tout, Mhm. si c'est comme ça que ça doit être, autant que la discipline existe. Et c'est intéressant à regarder. Je sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un œil à la Bah non, discipline, justement, mais je comptais sur voilà. toi pour que tu nous racontes ça. J'avoue que j'ai pas pu voir ce week-end parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais bon, j'attendais ton avis et ton rapport Affaire à avec suivre. impatience. Affaire à suivre, Ouais, pour ouais, être honnête, d'accord. mais pour l'instant, un début prometteur et belle couverture sur YouTube. Toutes les vidéos sont disponibles d'ailleurs. Mhm. Pas de commentaires français pour moi, j'ai pas vu. J'ai regardé en anglais, mais globalement, le DTM Mhm. vit bien et vit avec garantie et sécurité, ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines. Quand on sait qu'ils étaient morts Mhm. avec bon, voilà, BMW et Audi après le départ d'Aston Martin l'année dernière, ça faisait un petit peu pas le figure et c'était même plutôt inintéressant. Maintenant, voilà, on retrouve cette discipline bien plus classique avec du GT3. Donc rendez-vous au Lausitzring fin juillet pour voir la suite des hostilités. On va enchaîner et on va partir à l'autre bout du monde. Décidément, on en fait un détour d'avion dans cet épisode et on va partir pour le Super 15 avec la manche de Darwin qui a eu lieu. Ça y est, enfin, on parle Oui, d'action en piste en Supercars et c'était pas le cas ces dernières semaines malheureusement. voilà, donc on était au nord de l'Australie, du côté de Darwin, le circuit de Eden Valley. Alors c'est vrai qu'on est dans une politique maintenant où on confirme les manches les unes après les autres, hein, mais on C'est se pas où lance on plus va. parce que nos amis australiens ont donc décidé, je rappelle, d'avoir une politique zéro Covid, là où certains pays comme les nôtres, bah, maintenant vivent avec le Covid et on fait de son mieux.
Australie, Nouvelle-Zélande font partie de ces îles grandes qui ont décidé que dès qu'il y avait un cas de Covid, c'était un drame. Donc, effectivement, d'où des reconfinements. Ça a été le cas à Melbourne et en Victoria il y a une dizaine de jours, pas plus. Bon, bref. Donc, ce meeting a bien eu lieu et le prochain devrait être Townsville. Mais on attend la confirmation que ce sera bien Townsville début juillet qui enchaînera. 3 courses au programme, comme d'habitude, le samedi, 2 le dimanche, 3 qualifs. La première qualif, c'est Anton De Pasquale, donc l'équipe d'IGR, plus Penske, qui a battu le record du circuit, avec une belle livrée, comme on dit là-bas, indigenous, c'est-à-dire d'esprit peinture aborigène. Mais il s'est fait virer dès le premier virage où il y a eu un micmac, ce qui fait que pas de chance. De Pasquale est un peu malchanceux quand même, faut bien avouer. Et c'est Chaz Mostert qui l'a emporté. Chaz Mostert qui avait renouvelé son contrat pour plusieurs années avec Walkinshaw Andretti United et qui donc signe sa deuxième victoire de la saison, là où les Triple Eight, Van Gisbergen et Whincup sont nulle part et en dehors du top 10. Or, le lendemain, 2 pole positions pour Will Davison, donc toujours chez DJR, on était là, mais toujours incapable de gagner. Et c'est Van Gisbergen qui a gagné les 2 courses. Donc le Supercars, comme souvent, incroyable, où des équipes sont capables d'être mauvaises le samedi et de briller le dimanche, et inversement. Donc là, effectivement, Van Gisbergen est nulle part. Alors, il était pas mal, mais il a eu un problème d'arrêt au stand. Voilà, tu vois, il n'y a pas que Mercedes à Monaco. Triple Eight en Australie, là aussi, on n'arrive pas à remettre une roue ou à l'enlever. Et donc, le lendemain, on est capable de rebondir et de gagner. Donc, ce qui fait que Van Gisbergen réassoit son autorité au championnat à 221 points d'avance sur Jamie Whincup. Donc, tu vois, ils sont tous les deux en tête du championnat. Dans la série Les News du week-end, Whincup, qui sera donc le futur patron l'année prochaine de Triple Eight, a annoncé que la liste pour le remplacer, lui, était descendu de 6 à 3-4 noms, pas plus. Donc, mais on ne sait pas qui. Alors, on sait maintenant qu'il n'y aura pas de Chaz Mostert, ça par exemple, voilà. Oui. Nick Percat, dont on parlait, pareil, et chez Brad Jones jusqu'à fin 2022, c'est officiel maintenant, donc ça ne sera pas lui. On sait que dans les 3-4, il y a manifestement le petit jeune de 18 ans qui s'appelle Brock Finney, dont je t'ai déjà parlé, puisque cette année, il va faire Bathurst avec Adam. Russell Ingall. 51 ans d'un côté, 18 de l'autre. Donc, effectivement. Et Brock Finney, qui est aussi chapeauté maintenant par une personne dont je t'ai déjà parlé, Scott Aderton, et qui fait de plus en plus parler de lui. C'est donc Monsieur Boost Mobile. Donc, c'est un opérateur de téléphonie en Australie qui devient un peu, qui joue de plus en plus le rôle de Red Bull. Qui a sponsorisé oui, voilà. Des années, avec effectivement une présence de plus en plus visible, des déclarations à l'emporte-pièce, le patron, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour créer soit une polémique, soit une annonce sensationnelle. Donc, vous voyez, Rich Energy, c'est pareil. Voilà. Le mec, là, il a décidé de faire feu de tout bois et de faire parler de lui. Donc, il a annoncé, quoi qu'il arrive, que l'année prochaine, il annonce que Brock Finney, quoi qu'il arrive, l'année prochaine, il le sponsorisera pour qu'il soit en Supercars, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce que c'est déjà pour annoncer qu'il sera bien chez Triple Eight? Est-ce que c'est pour dire qu'il le placera ailleurs? Enfin, en tout cas, Brock Finney sera de la partie. Et on a appris aussi que dans une 4e voiture Tickford, qui a racheté une licence qui était un peu sur le marché, enfin bref, je te passe les détails. Il y aura 4 voitures Tickford l'an prochain, donc les voitures Ford, avec par exemple Cameron Waters. Et donc ce sera pour Thomas Randall. Tu te souviens de ce pilote, Thomas Randall? Non, ça te dit pas grand-chose? Non. Bon. Thomas Randall, moi je l'avais commenté à Motors à l'époque, tout comme quand il y avait Liam Lawson là sur en Toyota Atlantique là, la Toyota, la Formule Toyota en Nouvelle-Zélande en janvier. Là où même j'ai commenté Lando Norris qui avait gagné ce championnat ça doit faire 5-6 ans maintenant. Et donc Thomas Randall, avait un peu crevé l'écran à cette occasion et comme il est australien, il était venu en Supercars et il fait partie de ces pilotes qui tout de suite ont été excellents, franchement. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on se dit, mais est-ce que Thomas Randall ne mériterait pas d'avoir son baquet à plein temps? Il a été atteint en 2020 d'un cancer des testicules. Si tu avais vu passer cette annonce. Donc évidemment, une bien mauvaise nouvelle en ce qui le concerne, ce qui l'a obligé à se mettre un petit peu en retrait du sport automobile et à suivre un traitement. Manifestement, c'est bon, c'est terminé, il est guéri. Et donc on vient d'annoncer qu'il était bien
titularisé pour l'an prochain, 2022, à temps complet. C'est une excellente nouvelle qui semble tout à fait légitime pour tous les observateurs du Supercars. Thomas Randle, oui, fait partie de ces petits jeunes-là. Je te dis pas que c'est l'équivalent de Ward ou de Palou en IndyCar, mais ouais, Il doit avoir sa chance. ça fait partie de ceux où on se dit, eux, ils devraient jouer les premiers rôles assez vite s'ils ont bien les moyens. Donc voilà, écoute, ce qu'on pouvait dire sur ce meeting de Darwin. Prochain arrêt globalement, ce sont un prochain arrêt Townsville, normalement. En ville, normalement, mais honnêtement, tous les communiqués se concluent en disant normalement, la prochaine manche aura lieu à Townsville lors du deuxième week-end de juillet, mais on attend la confirmation officielle que ça aura bien lieu, parce que qui nous dit qu'il ne va pas y avoir 8 cas de Covid qui vont être déclarés dans le Queensland, et qui fait que tout serait remis en cause. Bon, voilà. Et du coup, si on fait un bilan au classement, du coup, qui est en tête des hostilités après ce statut de la saison? Eh bien, je vais te dire ça en direct. Donc, c'est Van Gisbergen, ça c'est sûr, avec avec 221 il a gagné le points. meeting, du coup. Pardon. Il a gagné le meeting. Avec 2 victoires, il gagne le meeting. Whincup est derrière, et c'est Chaz Mostert, effectivement, qui est que 9 points derrière Whincup, donc c'est serré. Ensuite, Will Davison 4, et Cameron Waters, là, qui a un petit peu marqué le pas, qui est 5. Voilà pour le top 5 du championnat. Mais par exemple, il y a plus de 300 points d'écart entre Cameron Waters et Van Gisbergen premier. Ça commence à être pas mal. Fait qu'effectivement, il y a déjà plus d'un meeting d'écart, parce que tu sais, c'est 300 points l'allocation maximale en Supercars pour un week-end. Voilà. Alors, toi, je te repasse. Il est bien positionné parce qu'il va prendre sa retraite, il va peut-être être champion, et il va pouvoir choisir qui va le remplacer dans l'équipe qu'il va diriger. Donc pour lui, je pense que là, son contrat auprès de la NPE, il est bien là. Pour la suite, il va pas cotiser au chômage longtemps. Mais bon, c'est une belle position aussi. C'est assez rare cette transition assumée autant à l'avance, et qu'il puisse préparer l'avenir de son terrain, de son équipe. Donc affaire à suivre pour le reste de la saison. C'est vraiment l'équivalent si on savait par exemple que Raikkonen l'année prochaine remplacera Frédéric Vasseur, tu vois, c'est un truc incroyable. Pas possible, il n'y a pas assez à boire, mon cher LFB, il pourra pas. Voilà, c'est ça. Il pourra pas prendre la relève. Voilà, mais c'est une situation étonnante, un pilote en activité, un peu âgé, et qui fonctionne bien quand même. Hein. Allez, pas comme si c'est pas Raikkonen justement, il est pas. Voilà, mais qui deviendra instantanément patron le lendemain de sa dernière course, quoi. C'est vraiment très étonnant. C'est une situation assez originale. On va parler de Formule E, de Formula I, j'aime bien dire Formule E parce que c'est un peu la règle maintenant, mais je dis Formula I habituellement, avec 2 courses qui ont eu lieu ce week-end, avec un week-end de Formule E sans polémique, mon cher LFB, c'est pas un week-end de Formule E. J'allais te dire, alors qu'est-ce que tu nous sors du chapeau cette fois-ci, parce que... Donc, Pascal Wehrlein, qui était en tête de la course du samedi, avait dominé avec la Porsche, alors qu'il avait 5-7 secondes d'avance sur les 2 Audi, parce que Lucas Di Grassi était remonté 2e et René Rast 3e. Ils avaient doublé le Suisse Eduardo Mortara sur la Venturi, qui avait droppé quelques places et du temps. Et donc on se disait, là Pascal Wehrlein gérait les 2 safety cars, il est remonté, il a fait une course parfaite, sauf que donc il a commis une erreur, non pas lui mais son équipe, c'est l'allocation des pneus qui a posé problème. Je m'explique. 8 pneus dans un meeting de Formule E par voiture. Chaque référence doit être notée avant le départ auprès de la direction de course, sauf qu'il y a eu une faute de frappe. Et les pneus qui ont été montés sur la voiture étaient les bons, mais pas les bons mentionnés par l'équipe auprès de la FIA. Ah oui. Ce qui signifie disqualification directe. Information qu'on a appris à 10 minutes de la fin. Nous, on se dit, problème technique donc pour les 2 voitures de l'équipe Porsche et pour les 2 voitures de l'équipe Dams. Il restait qu'Oliver Roland puisque Buemi avait un gros souci technique. Et on se disait, bon, est-ce qu'il va prendre 5 secondes? C'est un peu la pénalité à la mode en Formule 1. Donc on se dit, s'il a plus de 5 secondes d'avance, c'est bon, il gagne les prix. Il franchit la ligne d'arrivée et au moment où il franchit la ligne, il est déclassé instantanément. Les 2 Audi sont promus aux 2 premières places. Victoire de Di Grassi devant René Rast et Mortara finit 3e. On a eu droit à une scène dans les stands. On voit Alan McNish qui explose de joie parce que doublé Audi, Alan McNish qui est directeur de l'équipe Apt Sport, il a explosé de joie, et derrière tu as les membres de l'équipe Porsche qui disent, parce qu'on a mal écrit le nom d'un pneu, on perd une course parfaite, parce que la course était parfaite, elle était particulièrement dominante, Pascal Wehrlein, et donc, eh bien oui, c'est comme ça, et donc les 2 voitures de l'équipe disqualifiées, on voit une moue d'André Lotterer après l'arrivée qui était vraiment détruit en se disant, mais pourquoi? Et c'est là le problème de la Formule E. C'est que les courses sont belles, les dépassements sont là, l'action, il y a des crashs, il y a de la stratégie, il y a de la gestion. Tout est là, et à la fin, le spectacle que tu as vu pendant 1 heure, tu peux l'oublier parce qu'il est faux en fait. Il est complètement faussé par la stratégie
de la réglementation qui est trop compliquée. Quand tu vois qu'un pilote est très bien dans une course, il est 5/7, il va marquer des points pour son équipe et qu'on te dit ah au fait tu as utilisé 0,02% d'énergie en trop, merci, au revoir. Voilà, est-ce que le laxisme, en tout cas la compréhension du règlement ne doit pas être revue parce que, ok, tu vas trop vite dans les stands, ça c'est logique, tu dépasses les limites de la piste, ça aussi, tu provoques une collision, jusque-là pas de problème, c'est du sport auto malgré que ce soit de l'électrique, mais globalement, la gestion et la compréhension du règlement posent tellement de problèmes que tu peux être en pleine course et nous on le commente, donc pour nous c'est pas trop grave parce que voilà, on rebondit, on voit ce qui se passe à l'écran, mais globalement t'es en piste, tu fais une course parfaite, Pascal Verlaine il a dû être mais au fond du gouffre, et c'est pas terminé parce que quand il a eu Mais ce attends, mais problème-là. tu l'avais l'info quand tu Alors sais oui, qu'il c'est est ça qui est déclassé à incroyable. l'arrivée, C'est tu que sais, on tu a sais, toi, pourquoi? technical issue. Donc en gros, infraction au règlement technique. On l'a à 20 minutes, 15 minutes de l'arrivée. Peut-être même 10. Et on se dit, tiens, les deux Porsche. Et puis, 5 minutes après, hop, les deux Nissan Idams. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Investigation après la course. Nous, on ne le sait pas, le problème de l'infraction technique, on l'a pas. Et au moment où il passe la ligne, il est déclassé. Ça veut dire que pendant la course, la direction de course savait qu'il y avait un problème, savait qu'il allait être déclassé, mais l'a laissé continuer. Mais toi, tu sais pas pourquoi il est déclassé à À l'arrivée ce moment-là, samedi, ou à ce si? moment-là, non, on le sait pas. Moi, je l'ai Non. su sur Twitter, mais 10 minutes après, pendant le podium, parce que j'ai été Oui. fouillé. Mais sinon, l'organisation n'a rien tweeté. Il n'y a pas d'officiellement de dépêche, même sur les. Bah oui. Tu sais comme moi qu'on a les liens internes des médias hub, etc., avec les infos, live timing, etc. J'ai vite fouillé pour les décisions de la direction de course. Il n'y avait rien. Donc, si Twitter me dit pas que c'est ça, ou que l'équipe Porsche ne dit pas on a été pénalisé pour ça, aucune info de la direction de course. Tu sais pas. Ah oui. Bon, ben, t'as vu que, parce que j'ai lu les news, Agag, Alejandro Agag, le patron Oui, t'es pas content de la Formule I. Ouais. Voilà. Alors, tiens, je me suis trompé de nom. Là, tout à l'heure, je parlais d'Aderton, le patron de Boost Mobile. Non, c'est Peter Aderton, c'est pas Scott, excusez-moi. Bon, bref, là, Alejandro Agag, je me trompe pas. Il a dit j'avais envie de tuer quelqu'un parce que là c'est le patron qui a tapé du poing sur la table en disant arrêtez vos conneries, hein. C'est littéralement ça qu'il a dit. Oui. C'est pas possible qu'on offre un spectacle où effectivement on va déclasser quelqu'un, on sait pas pourquoi, vous pouvez pas vérifier les pneus avant. En fait, il a mis une méga pression sur un peu, je dirais, son organisation, son équipe technique. Hein. Je sais pas si t'as ressenti ça comme ça. Ouais. Ah mais quand le chef tape du poing sur la table, littéralement, c'est qu'il y a un problème. Et là, la Formule 1, elle est obligée de réagir parce que ça peut pas durer comme ça. En tout cas, pour cette année peut-être, il reste 6 courses, mais enfin 3 meetings. Mais après, il va falloir changer un peu les choses à ce niveau-là, soit assouplir, soit changer la manière dont la lisibilité du règlement est faite, ou juste changer de règlement. Parce que vraiment, te dire qu'un mécanicien a recopié avec une lettre ou un chiffre bêtement une bête erreur sur un des 4 nœuds, c'est fini, la voiture est déclassée. Excuse-moi, mais c'est ridicule. Ça ne lui a pas donné d'avantage ou d'inconvénient par rapport aux autres en piste. Enfin, je veux dire, donnez-lui 1000 balles d'amende. Voilà, un pilote fait un excès de vitesse dans les stands, il prend 500 $, d'amende. Mettez-lui 1000 $ et puis c'est tout, mais prenez pas des points à un pilote qui a fait une course parfaite et aux stratèges qui ont travaillé incroyablement parce que ça aurait pu être la première victoire de Porsche, qui donc n'a pas gagné. Et oui. Audi fait un doublé. Qui a fait appel, ça on l'a appris le lendemain, on a appris dimanche que c'était un appel de Porsche à ce sujet-là. N'oublions pas que c'est ce qui est arrivé à Mercedes et Stoffel Van Dorn à Valencia. Alors est-ce que Mercedes, voyant que Porsche a fait appel, se dit tiens, pourquoi eux ils vont avoir peut-être gain de cause et pas nous? Donc ça a peut-être créé un effet boule de neige. Deuxième acte, ça s'est passé hier, donc dimanche lors de la deuxième course. Pascal Wehrlein sur la première ligne, il part très, très vite, il se bagarre rapidement devant avec Eduardo Mortara, de nouveau qui est dans le coup avec l'équipe Venturi, l'équipe qui est gérée par un Belge d'ailleurs, c'est Jérôme D'Ambrosio maintenant qui gère cette équipe monégasque, donc ça fait du bien Cocorico. Mais les Audi sont un peu plus loin, même si Di Grassi remonte bien, mais devant, la bagarre est toujours là, et on se dit, ok, Wehrlein il peut aller gagner la course, et là on apprend que au moment où il passe la ligne d'arrivée, Wehrlein est sous investigation pour excès d'utilisation de la puissance du moteur, enfin de la batterie. Et là, je regarde mon collègue, je regarde Cédric avec qui je commence, je lui dis, s'il lui enlève le podium aujourd'hui, jamais il revient à New York, Pascal Wehrlein, il va devenir dingue, c'est pas possible. Donc voilà, ça a été dramatique, une course qui a été assez compliquée aussi parce que pour la première fois ce week-end, on avait donc le circuit de Puebla, je ne l'ai pas précisé, mais on était à Puebla au Mexique. Il y avait le principe du Joker Lap comme en rallycross. Tu sais, il y avait vraiment une excroissance du circuit pour aller chercher l'attaque mode, donc ce boost auquel les pilotes ont droit pendant les deux courses. Et finalement, à l'extérieur, on les voit passer, et au moment où ils reviennent parfaitement sur la trajectoire à l'extérieur de l'épingle. Donc on a vu Sam Bird se faire tasser, on a vu Vergne aussi aller au contact. Ça a été une catastrophe. Les voitures hier ressemblaient vraiment à des autotamponneuses. Il manquait des passages de roues, des ailerons, etc. On a arraché des panneaux publicitaires parce qu'en allant tasser le rail, on arrache la banderole Michelin sur 50 mètres.
pas de drapeau noir et orange, on laisse rouler. Le tarmac était dans un état lamentable, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Mortara à l'arrivée, il a dit je sais pas, j'ai l'impression de faire une manche de rallycross parce qu'il y avait des trous comme ça dans le tarmac, les autoroutes belges à côté c'est un billard. Donc voilà, ça a été une manche difficile. Déception pour les hommes de tête. Donc Robin Frijns il fait 0 pointé mais il reste deuxième du championnat malgré tout. Donc c'est ça aussi la Formule 2, c'est que tu peux sur même un week-end tu peux faire tout et rien. Oliver Roland qui avait été parfaitement aux affaires aussi lors des essais libres, qui avait fait le meilleur temps des 2 séances, s'est vu piégé aussi. D'Acosta piégé aussi, alors que la DS Techeetah fonctionnait vraiment bien avec Vergne et le portugais. Donc on a une situation où on est quasiment sur un statu quo. Les Audi ont remonté évidemment avec Rast et Di Grassi qui ont repris des points. La deuxième course d'hier a été beaucoup plus, je dirais pas bordélique, mais en tout cas ça a été plus compliqué au niveau organisationnel. On s'attendait à des pénalités, des réactions, mais pas de safety car. C'est une course flag to flag avec quelques drapeaux jaunes, pas mal de sorties de piste aussi. On a vu une grosse sortie donc pour D'Acosta qui s'est mis dans le mur, Blomqvist également en fin de course. Tu parlais d'un week-end catastrophique pour Penske, que ce soit en Indy ou en Supercar, ça n'a pas fait beaucoup mieux ce week-end parce que Joel Eriksson était venu en remplacement du coup de Nico Müller qui était parti en DTM, on en a parlé tout à l'heure, qui a fait 15e pour son premier week-end, c'était pas mal. Meilleur pilote d'ailleurs au niveau de la régénération. On sait que c'est un atout. Il a été le meilleur devant son équipier, c'était Camara, qui lui aussi s'est amusé à refaire la carrosserie de sa Dragon Penske, en espérant qu'il n'aille pas rouler pour Penske Porsche quand ce sera l'association au Mans dans quelques années. Donc voilà, un week-end très intéressant. On se donne rendez-vous à New York avec les manches suivantes, 11 et 12, 10 et 11e manche, pardon. Il restera donc après Londres et la conclusion de la saison à Berlin le 14 et 15 août. Voilà. Bon, oui, non, c'est vrai que c'est rock'n'roll en Formule I, mais c'est vrai que maintenant, chaque week-end, on se demande quelle va être la polémique du week-end ou quelle va être effectivement. Et c'est dommage, parce que l'action piste, la saison, elle est exceptionnelle. On a quand même 8 vainqueurs différents en 9 courses. C'est quand même pas mal. Mortara est en tête du championnat. Alors Mortara a repris la tête du championnat justement donc devant Robin Frijns qui a fait 0 pointé après un week-end très compliqué pour DS. Stoffel Van Zandt qui a chuté au 6e rang. Norman Nato compliqué aussi, il n'était pas à l'aise du tout le français. Au niveau des français, Jean-Éric Vergne, une course dans le mur et une course loin. Il était pas mal, mais il a perdu la voiture. Vraiment, elle était très compliquée à gérer cette piste. Tu sais, même s'il faisait ça, qu'on avait l'impression qu'on était sur une partie gramouillée, très poussiéreuse. Enfin, je suis désolé, au départ, je suis désolé, on était une départ de spécial du Dakar ou d'Extremi, quoi. C'était vraiment incroyable pour les pilotes. Des problèmes aussi pour beaucoup de pilotes avec la visibilité, la saleté qui les a gênés. On a eu des pilotes qui ont pris des coups dans le casque. On a eu quelques photos d'ailleurs qui étaient impressionnantes. Mais donc Mortara qui gagne la deuxième course, une victoire et un podium, week-end absolument parfait pour lui, pour le pilote suisse qui désormais donc on roule sous licence suisse et plus sous licence italienne comme c'était le cas à l'époque pour Audi en DTM. Voilà pour la Formule 2 qui conclut ce tour d'horizon. Un petit mot aussi vite fait de TCR Europe où on a eu une manche à Zandvoort où ça c'était plus du rameur, tu vois, vu la météo qu'il y avait, il y avait des inondations alors que le circuit a été refait il y a un an. Les tunnels, les stands, c'est vraiment, ça a été, je sais pas au niveau de l'ingénierie s'il va y avoir un procès, mais on savait quasiment pas passer sous la passerelle, sous la piste parce que c'était noyé. Donc vraiment attention quand même le jour où il y a la Formule 1 parce que ça peut être un drame. On a eu un rappel ce week-end. Alors victoire de Tom Coronel et de Girolami. Alors pas Nestor, mais Franco, Girolami, le petit frère. Donc voilà, un championnat qui perd un peu de sa superbe parce qu'il y a moins de monde et ça commence à être un petit peu... il roule un peu en salopette avec la cigarette au bec. Le TCR Europe a perdu un petit peu et les frères Clairet n'étaient pas non plus à leur affaire ce week-end avec les Peugeot 308. Je vois que ça te fait rire, mais c'est malheureusement la réalité. On fera un point sur le BTCC aussi lors du prochain épisode parce qu'il y aura eu encore une nouvelle manche, même si entre deux on est allé à Snetterton. Voilà pour mon gros bilan Supercar LFB. Encore une émission bien intense, une bonne heure de bilan et d'analyse. On a dû encore dépasser l'heure, mais écoute, je pense que ça posera pas de problème à la majorité de nos suiveurs. On rappelle qu'on est visible sur la chaîne télé de Motor Racing TV, qui est disponible sur les télévisions connectées Samsung, et puis sur les mobiles Huawei aussi, Green White Checkered, qui trace sa petite route, mais on sait que nous avons des fidèles et on vous remercie de nous suivre. Et puis dans la semaine, entre deux numéros, il y a toujours les épisodes du podcast l'After Lap. Je ne te cache pas que je vais aller voir Tristan Gomandi. Demain, je le mettrai en ligne le mardi pour parce qu'il roule aujourd'hui.
mais il revient demain, donc il se rendra disponible pour nous pour un nouvel épisode et on parlera du Grand Prix de France, bien sûr. Et la semaine prochaine, par contre, alors là, je ferai un numéro spécial rallye parce que Guillaume l'a fait, donc qui est mon consultant rallye, et puis tout le monde apprécie bien nos petites discussions sur le Très rallye. sympa. Et comme on reviendra sur le rallye, merci Maxime, comme on revient au safari, Eh oui. voilà, là, je ferai un numéro plus WRC qui est fin la semaine prochaine, mais comme toi, avec toi, on refera l'Autriche x2 la prochaine fois, donc comme ça, tout le monde sera content, je l'espère. Voilà. Merci à tous et porte-toi bien, Maxime. Et puis, écoute, à très vite, hein, tous les deux. Ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, le meilleur pour toi aussi, mon cher LFB. Merci à tous. Je tiens à préciser que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux qui s'affichent en dessous de nous. Pour ma part, je t'invite à aller voir et je vous invite aussi à aller voir une des dernières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube où je vous parle d'un mode Supercars 2021 pour Assetto Corsa, le jeu de Kuno Simulation, qui est particulièrement réussi. Au niveau des oreilles, au niveau des images, c'est très sympa, donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Sinon, rendez-vous sur le site aussi, donc l'afterlab.com pour LFB, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, ça nous aide beaucoup. Et on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour la suite, on débriefera l'Autriche et le WRC. Merci à tous et à dans 2 semaines. Salut! Salut!